à tous. Merci d'être présents pour cet atelier visite inversée. En fait, l'idée là, c'est de faire venir la visite à vous, puisqu'on n'a pas pu vous emmener sur le site. Donc, on aura le plaisir d'échanger avec Benoît Savoura, qui est le président de la Chanvrière de l'Aube et du collectif 3C Grand Est. Et puis avec Estelle et Annick, donc les deux chefs de projet sur le pôle européen du chanvre. Donc Estelle qui travaille au collectif 3C Grand Est et Annick qui travaille à Trois-Champagnes Métropole. Je vous le disais, visite inversée, c'est-à-dire que pour des raisons de Covid, de travaux qui n'ont pas pu être menés à leur terme dans les temps, on ne peut pas se rendre sur place, mais on va essayer de vous parler du projet qui est sous-tendu par ce site industriel qui prend une nouvelle dimension. Donc, dans un premier temps, Benoît va vous présenter le chanvre, ses applications, la chanvrière. Ensuite, Annick et Estelle vont vous présenter l'ambition du pôle, où on veut aller et comment on veut y aller. Et puis moi, je conclurai sur le projet de bioraffinerie et la méthode qu'on veut mettre en œuvre pour justement installer cette bioraffinerie dans le paysage, qui est un projet concret sur une zone d'activité et qui rentre dans l'ambition de ce pôle européen du chanvre. Voilà, j'espère que c'est clair, le cadre est posé. Benoît, je te laisse la parole. Donc, Benoît Savoura, je suis agriculteur dans le département de l'Aube, près de Nogent-sur-Seine. Et je suis également président de la coopérative La Chanvrière depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est cette culture du chanvre industriel, en vous rappelant déjà que c'est une culture qui a failli complètement disparaître de nos territoires. Si elle s'est maintenue aujourd'hui, c'est puisque dans les années 60, il y avait pratiquement plus qu'une centaine d'hectares de chanvre en France. Et si elle s'est maintenue, notamment dans la région, c'est parce qu'il y avait une papeterie qui était à Troyes, les papeteries Bolloré, qui utilisaient du chanvre pour faire des papiers, et notamment le papier OCB, que vous connaissez peut-être, le papier de cigarette à rouler. Et donc, c'est ce qui a permis de maintenir la culture du chanvre. J'en reparlerai tout à l'heure au moment de la création de la coopérative La Chanvrière que je préside, comment elle a été amenée à être créée. Donc, tout d'abord, par rapport à la culture, le chanvre en tant que tel, sachez que c'est une culture qui nécessite absolument aucune irrigation. Donc les besoins en eau de la plante sont assurés par l'eau de pluie. C'est une culture qui nécessite absolument aucun traitement, aucun produit de désherbage, aucun produit pour lutter contre les maladies, de fongicides, aucun insecticide pour lutter contre les insectes. Et même en culture conventionnelle. Bien évidemment en culture biologique, ça c'est évident, mais également en culture conventionnelle, aucune intervention chimique sur la culture. C'est une culture qui nécessite des besoins en azote limités pour son alimentation. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est 2 fois moins qu'une culture comme une céréale, un blé ou un colza ou d'autres productions agricoles. Et puis, c'est une plante qui a une capacité de stockage du CO2 assez intéressante, puisqu'on estime qu'un hectare de chanvre, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Hein, je le rappelle parce que certains ministres de l'Agriculture ne le savent pas, donc je vous le dis, et je ne vous parlerai pas de nombre de terrains de foot que ça représente, mais un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Bon. Un hectare de chanvre stocke autant de CO2 qu'un hectare de forêt, c'est-à-dire à peu près 15 tonnes de CO2 par hectare et par an. Et donc après, ce CO2, ce carbone stocké dans la plante, toute la question est de savoir ce que l'on va en faire. Et en fait, plus on va l'utiliser vers des produits qui vont durer longtemps, et plus c'est intéressant. Et notamment dans le bâtiment. On ne construit pas une maison pour 2-3 ans, on construit vraiment une maison pour des dizaines et des dizaines d'années. Et le carbone, le CO2 stocké dans les murs fait en chanvre, c'est du CO2 qui est stocké pendant toute la durée de vie de la maison, c'est-à-dire presque une centaine d'années, voire plus.
Et puis la culture du chanvre, c'est aussi une culture qui, et on l'a analysé avec différentes études, qui est un réservoir de biodiversité intéressante, notamment en termes d'insectes, de carabes, etc., qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et donc c'est vraiment une culture en termes écologiques, entre guillemets, qui est extrêmement intéressante. Ensuite, c'est une production qui, avec des espèces, enfin des variétés qui sont sélectionnées naturellement sans OGM. On ne parle pas d'OGM dans le chanvre, donc ça va sans dire, mais il faut des fois le rappeler. Donc il n'y a pas de sélection par modification génétique de la plante. C'est une culture qui rentre très bien dans les rotations. Alors je ne sais pas si vous êtes des spécialistes d'agronomie, mais je rappellerai quand même que l'agriculture française, c'est essentiellement des productions qui sont en rotation sur les parcelles. On parle souvent dans les médias de monoculture. La monoculture en France, il y en a, oui, mais il y en a seulement dans les Landes, en monoculture de maïs. Sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas de monoculture. On est dans des cultures de rotation, c'est-à-dire sur une même parcelle. Une année, on va faire du chanvre, l'année d'après, on va faire du blé, l'année d'après, on va faire du colza, etc. C'est-à-dire sur des rotations de 3, 4, 5, 6 ans. Et donc le chanvre, dans ce système de rotation, est une culture intéressante, puisque c'est une culture qui va bien structurer le sol pour la culture suivante. C'est-à-dire que c'est un système racinaire qui va permettre de bien structurer le sol en profondeur, et si bien que le blé qui va arriver derrière va être en terrain favorable à son développement. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle une bonne tête de rotation. Et il n'y a pas besoin de faire de labour, de préparation de sol, etc. La terre est déjà prête à accueillir la culture suivante, de par son système racinaire. Alors ce système racinaire de la plante est aussi intéressant en termes d'environnement, puisque ce système racinaire va aller chercher les éléments fertilisants en profondeur, va chercher les nitrates qu'il peut y avoir, des métaux lourds qu'il pourrait y avoir. Et d'ailleurs, des cultures de chanvre sont développées notamment pour, entre guillemets, nettoyer d'anciens sites industriels. C'est aussi une culture qui est notamment intéressante pour les bassins de captage, pour les agences de l'eau, puisque dans la mesure où ça va aller vraiment chercher tout ce qu'il y a dans le sol, on arrive avec des eaux qui sont entre guillemets propres. Ensuite, c'est une culture de proximité, c'est-à-dire c'est du local, on va pas, c'est essentiellement local, et puis c'est une culture qui est une filière qui est pratiquement totalement maîtrisée par les producteurs, que ce soit de la génétique, c'est-à-dire l'amélioration variétale, jusqu'à la transformation. Et il n'y a pas de grands groupes internationaux qui sont à un endroit ou quelconque de la filière. C'est jusqu'à la première transformation, c'est maîtrisé par les agriculteurs. Et bien évidemment, il va sans dire que nous respectons les lois européennes en ce qui concerne le travail. On ne fait pas travailler les enfants dans les champs des 12 ans, etc. Alors, la chaîne de valeur du chanvre. Alors, je vous ai parlé de la partie production agricole. La partie première transformation qui est faite par la coopérative que je préside, qui est en fait la décomposition de la plante pour valoriser l'ensemble des constituants. Dans la filière chanvre, il n'y a 0 déchet. Tout est valorisé. Que ce soit la graine ou que ce soit les éléments constituant la paille. Et ensuite, il y a bien évidemment la deuxième transformation, la troisième transformation, la quatrième transformation en fonction de produits plus ou moins élaborés pour aller au consommateur final. Là, en quatrième transformation, par exemple, on a toute la partie cosmétique, pièces pour l'automobile, etc., etc. Alors, ces produits, on passe à la suivante. Voilà. Alors, les produits issus du chanvre et les marchés. Donc, nous avons le chêne de vie, donc la graine. La graine qui, historiquement, est surtout valorisée comme appât pour la pêche.
Alors si vous êtes pêcheur, on n'a pas besoin d'être bon pêcheur, il suffit d'avoir du chènevis dans sa poche, et puis vous trouvez tout ce que vous voulez. Pour l'oisellerie, donc pour les petits oiseaux du ciel. Et puis les marchés qui sont en développement, c'est le marché de l'alimentation humaine, sous différentes formes, sous forme d'huile alimentaire. Et vous avez un exemple d'huile de chanvre là, qui est produit par la chanvrière sur la table derrière, sous forme de graines décortiquées, sous forme de farine protéinée ou de gélules. Donc tout ça, c'est toute la partie alimentation humaine. Alors c'est un marché qui est fortement développé en Amérique du Nord, qui a été porté essentiellement par les Canadiens, et notamment pour tous les régimes végétariens, puisque la graine de chanvre est aussi une graine qui est riche en protéines et qui répond aux besoins de l'homme dans tous ses besoins des différents composants. Et c'est en train de se développé en Europe, et essentiellement sur la partie Europe du Nord. Et puis enfin, le dernier secteur, c'est la partie cosmétique, à partir d'huile de chanvre. Alors ici, vous voyez en bas les produits développés par Body Shop. Nous sommes le fournisseur exclusif de Body Shop. Et ensuite, donc ça c'est pour la partie graines. Ensuite, sur la partie paille, on extrait déjà la première matière qui est la fibre. La fibre qui est utilisée historiquement sur le marché des papiers. Et quand je dis papier, c'est le marché des papiers spéciaux. Donc on n'est pas sur le papier standard, on est sur des papiers très fins, très résistants, type, j'en parlais tout à l'heure, papier cigarette, mais type aussi papier Pléiade, papier Bible, papier monnaie, papier isolant dans les batteries, notamment les batteries de téléphone, par exemple, il faut des isolants, etc., etc. Donc on est vraiment sur un marché très particulier. Sachez qu'au niveau papier à rouler et cigarettes, la chanvrière représente aujourd'hui à peu près 70% du marché mondial. Pour vous dire qu'on pèse dans le secteur. Ensuite, ça c'était donc les premiers marchés développés. Ensuite, les marchés qui se sont développés par la suite, c'est le marché de l'isolation. Et vous avez un exemple d'isolant à base de chanvre derrière. En fait, c'est une laine, type laine comme les laines de verre, etc., qui a les mêmes performances d'isolation. La différence, c'est qu'on va stocker du CO2 par rapport à la laine de verre où on va consommer, on va dégager du CO2. Et puis, dans la durée dans le temps, c'est des produits qui sont plus fiables que les laines minérales. Ensuite, on a le marché de l'automobile à partir de non-tissés. Donc, vous avez également un exemple de non-tissés. Donc, ce sont des feutres de fibres mélangés à des matières fusibles type polyéthylène, polypropylène, qui permettent de faire des pièces thermoformées. Il y a la partie plasturgie en renfort dans les plastiques, c'est-à-dire la fibre, et vous avez un exemple derrière, c'est une planche de bord de voiture, où on ne voit pas le chanvre, mais le chanvre est derrière. L'intérêt pour l'automobile, c'est que ça permet d'avoir des pièces structurelles performantes tout en gagnant du gain de poids. Donc ce type de produit est aujourd'hui porté par une entreprise Faurecia, qui est un des leaders mondiaux des équipementiers automobiles, et qui a fait le pari du chanvre et qui est en train de développer bon nombre de pièces intérieures de voitures chez tous les grands constructeurs, chez Peugeot, chez Renault, pour les constructeurs français, chez les Italiens, chez les Allemands, etc., etc. Enfin, c'est un marché qui est vraiment en développement. Et puis le dernier secteur qui est le secteur du textile. Alors ça, c'est un secteur que nous avions approché au niveau de la chanvrière dans les années 90-2000, mais on n'avait pas forcément d'interlocuteur en face, puisque l'industrie textile à cette époque était surtout soucieuse par rapport à la délocalisation vers l'Asie et notamment vers la Chine, et donc n'était pas en attente de nouveaux produits. Bon, les choses ont changé aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on nous demande de la fibre pour l'industrie textile. Alors ça fait plusieurs années qu'on travaille ce point-là.
Bon, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes présents chez Decathlon qui a sorti une gamme de chaussettes chanvre-coton. Nous sommes présents chez Ikea qui a sorti un coussin couvert par un tissu chanvre-coton. Et puis nous sommes aussi, vous devez voir un peu dans la presse, aujourd'hui Levi's fait beaucoup de communication sur ses jeans coton-chanvre. Et voilà, nous sommes un peu dans toute cette dynamique de développement textile à partir de chanvre. Et enfin, le dernier point, c'est la chaîne vote, donc les deux constituants principaux de la paille. Donc la chaîne vote, historiquement, que nous avons surtout développée sur le secteur des litières, et notamment les litières pour chevaux, à partir d'une performance de ce produit-là, qui est son pouvoir absorbant, qui est 4 fois supérieur au pouvoir absorbant de la paille. Donc litière pour chevaux, que l'on a dupliqué ensuite en litière petits animaux. Et puis ensuite, on a développé le secteur du paillage, de protection des sols, pour pouvoir donner une solution à tout ce qui est maîtrise de l'enherbement extérieur des collectivités. Donc le chanvre est une bonne solution. Et puis enfin, la partie construction, l'utilisation de ce produit-là comme granulat dans les bétons. Alors ça, c'est quelque chose qui a été initié ici, sur ce territoire, puisque la première maison qui a été rénovée en béton chanvre, c'est à Nogent-sur-Seine, à quelques kilomètres d'ici, en 87, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais il a fallu beaucoup de temps pour faire reconnaître ce produit-là dans le secteur du bâtiment. Quand on parle de végétal dans le bâtiment, nos références, ce sont plutôt la maison des 3 petits cochons. Et donc, c'est un peu compliqué de dire, non, il y a d'autres solutions que le béton, que le béton pur, béton armé, et le chanvre peut être une solution. Et donc, aujourd'hui, c'est un produit qui, depuis 1987, a été travaillé, amélioré, et maintenant reconnu, puisque c'est un produit qui a été... qui est mis en avant pour notamment le village olympique Paris 2024, dont une partie sera construite en bois chanvre. Voilà, alors rapidement, la chanvrière. Donc la chanvrière, sachez que c'est l'entreprise la plus ancienne et la plus importante de transformation de chanvre en Europe, voire dans le monde occidental. Enfin, dans le monde occidental, c'est sûr. Et voilà, c'est la plus ancienne, la plus importante. Donc c'est en 1973, quand Bolloré a arrêté ses contrats avec ses producteurs suite à des problèmes de pollution de la Seine, les producteurs ont souhaité maintenir la production de chanvre et non pas vendre de la paille à Bolloré, mais vendre de la fibre. Et donc mettre en place un outil de transformation, de défibrage. Donc en 1973, c'était l'enjeu majeur. Cette coopérative a évolué puisqu'aujourd'hui, les 90 producteurs de départ sont devenus 450 et les 400 hectares de départ sont devenus en 2020 9500 hectares. Alors 9500 hectares, sachez que ça représente à peu près 50% de la production française, puisqu'en France, on estime qu'il y a à peu près 17 000 hectares de chanvre en 2020, pour à peu près 40 000 hectares en Europe. Et puis, au niveau de la photographie du chanvre dans le monde, c'est 40 000 hectares, grosso modo, en Chine et 40 000 hectares en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Et enfin, sachez que notre activité est faite essentiellement à l'export, puisque 78% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Et donc ça, c'est la vie de la coopérative. Notre site historique, qui est basé à Bar-sur-Aube, était complètement saturé, puisqu'on travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Et donc, le choix qui a été pris par le conseil d'administration, ça a été d'augmenter nos capacités de transformation. Et c'est quelque chose qu'on est en train de finaliser, puisque notre nouveau site industriel, qui est basé à côté de Troyes, à une dizaine de kilomètres, aura une capacité de 100 000 tonnes à partir au printemps 2021. Donc, on va doubler nos capacités de transformation. Alors, c'est bien d'augmenter les surfaces agricoles, c'est bien d'avoir un bel outil industriel,
Mais si c'est pour vendre nos produits à l'autre bout du monde, ben, c'est satisfaisant, mais il manque quelque chose. Et c'est un petit peu tout le départ, un peu de la genèse un peu du projet Pôle Chanvre, qui a été de se dire, et si on pouvait valoriser nos produits aussi sur place, c'est-à-dire si on pouvait développer toute une économie du chanvre à proximité de cette production et cette première transformation. Et c'est tout l'objet de ce projet Pôle Chanvre. Et je passe la parole à Annick et Estelle pour vous préciser tout cela. Donc, comme vous l'a dit Benoît, l'intention à un moment donné, ça a été, au vu de tous ces atouts qu'on vient de vous présenter, de mener un projet en fait à proximité, une valorisation maximale à proximité sur le territoire, en allant, on avait déjà la première transformation, vous l'avez compris, Jack, jusqu'à la deuxième, troisième, voire quatrième transformation. Ça, c'est le projet du pôle européen avec une ambition: devenir le territoire de référence en Europe dans l'économie du chanvre. C'est-à-dire clairement, on plante je ne sais toujours pas le mot, le jalon, comme vous voulez, le drapeau. On plante le drapeau en disant, voilà, le chanvre, c'est ici. Les enjeux seront de renforcer la compétitivité de la filière chanvre, bien entendu. Alors, offrir de nouveaux débouchés au monde agricole, vous l'avez bien vu, ça part d'un moteur industriel agricole, donc qui est dans une logique stratégique d'ouvrir de nouvelles voies de valorisation pour développer la culture du chanvre, mais aussi mieux rémunérer actuellement les produits du chanvre. On sera aussi sur le renforcement du positionnement du chanvre comme fibre végétale, parce qu'il reste encore des choses à faire. On ne parle pas de la fibre végétale de chanvre comme de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. Ce serait bien, mais enfin bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Accélérer les développements industriels dans cet écosystème qu'on veut mettre en place et bien entendu créer de nouvelles activités, de l'emploi et de la valeur ajoutée sur le territoire. Donc pour ce faire, on a 2 axes de travail à mener. Donc ma collègue Estelle va vous présenter le premier axe de travail. Enfin, c'est des axes de travail qui se mènent parallèlement parce qu'on n'est vraiment pas dans les mêmes temps. La création d'une structure dédiée, donc que pour l'instant, le truc, on l'a appelé Pôle européen du chanvre. D'accord, il s'appellera peut-être pas le truc à la fin pôle. Il sera européen, ça c'est sûr, et ça sera autour de la ressource chanvre. Donc 2 mots sur 3, c'est déjà pas mal. Voilà. Et on aura un autre temps, à un moment donné, qui est un temps plus long, celui de la création d'un lieu dédié, en fait, d'un outil de bioraffinerie territoriale du chanvre. Donc là, juste pour vous donner un espace-temps, là, on est sur 3 ans, dont 1 an presque que se sont écoulés. Et quand on met en place vraiment un projet d'aménagement sur un territoire, on est 5 ans, 6 ans. Donc maintenant qu'on a posé l'ambition, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc effectivement, on a un objectif qui est bien posé là, qui est créer une structure autour de cette ressource chanvre un peu magique qu'on a présentée, qui fédère, qui organise, qui répondent aux attentes des différents acteurs afin de développer des marchés. Donc il y a déjà un point sur lequel je vais insister, c'est cet aspect multimarché, multi-acteurs. Multimarché, vous avez entendu tout à l'heure Benoît Savoura parler de cette plante dont on utilise tout, qu'on ne jette rien dans le champ. Ça pose quand même une problématique qui est que quand on utilise la graine, il faut valoriser le reste à hauteur de l'utilisation d'une partie. Donc, ça rejoint bien la partie multimarché, puisqu'on doit traiter les marchés tous en parallèle, finalement. On ne peut pas dire, bon, là, pendant 2 ans, on travaille sur la cosmétique, et puis le bâtiment, on verra dans 10 ans. Ça ne va pas être une option, en fait. Donc, cet enjeu-là, il est vraiment très fort. Et puis, on a un enjeu de multi-acteurs, parce qu'on a alors déjà, on a toute la chaîne de valeur de tous les marchés, donc les entreprises, les industriels, transformateurs, les agriculteurs, j'y ai pensé,
en troisième, donc la partie amont. La recherche, le développement, l'innovation, le transfert, tout ça, c'est fondamental. On a les réseaux de promotion autour de la filière champ, de la recherche, etc. On a vraiment la formation, l'enseignement, on a tout un faisceau d'acteurs qu'il faut qu'on mette autour de la table. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? On fait déjà, pardon. On va essayer d'apprendre déjà à travailler tous ensemble et à essayer de sortir un petit peu de ce qu'on fait habituellement. On essaye, notre objectif, c'est de créer une structure, mais c'est pas de recopier un modèle. Comme l'a très bien dit Annick, on a dit que ça allait s'appeler Pôle. On appelle ça plus le truc pour l'instant. Et l'idée, c'est justement de ne pas se dire déjà maintenant, on va faire un cluster, on va faire un pôle de compétences. Non. On veut créer une structure qui réponde à nos besoins. Donc, il faut déjà qu'on identifie nos besoins, en fait. Et quelque part, on a un petit peu le syndrome de la page vide, là, quand même. Même si on a un super contexte, la page, elle n'est pas complètement vide. On a un super contexte, on a des acteurs qui sont mobilisés, qui sont là. Et puis, on en a plein d'autres qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on les fédère. On a quand même un petit peu le syndrome de la page blanche pour ce qui est de la structure en elle-même. Donc, on se fait accompagner et on a décidé de rentrer dans ce processus de co-construction d'une organisation innovante et pérenne. Donc, on a un double travail qui est le processus d'apprentissage de la coopération entre les acteurs. Donc on le fait en fait en cercle concentrique, c'est-à-dire que petit à petit on essaye d'apprendre et d'essaimer de plus en plus large. Et puis ce travail de processus d'élaboration, de co-construction de la future organisation, donc qui se fait, finalement les deux sont complètement entrelacés et s'enrichissent mutuellement. Très opérationnellement, on a mis en place des groupes techniques. Alors, c'est là qu'on fait notre petite manip. Voilà, on commence à être rodé au bout du 3e atelier. On a mis en place 7 groupes techniques et une cellule, dont 3 groupes techniques très transversaux. Je vais commencer par celui du haut. On a le groupe technique procédés production agricole. Pourquoi il est transversal celui-là ? Alors, parce que là, on parle de l'amont. On parle des agriculteurs qui produisent la matière première. Donc, ils ont des problématiques qui leur sont propres, qu'ils connaissent en termes d'agronomie, etc., de besoins de progression en termes d'itinéraire technique, etc. Mais ils ont aussi besoin des retours des acteurs des marchés. On parlait du textile tout à l'heure, pour la finesse de fil, comment on atteint, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on est sur un groupe très transversal qui va se nourrir, et c'est pour ça qu'on parle de co-construction, parce qu'on ne peut pas travailler en silo là, c'est pas possible. Les groupes doivent vraiment interagir. Donc il y a quand même un peu de challenge. On a le groupe bioéconomie. Je spoile pas, parce qu'on va en reparler après, qui est un groupe qui est animé par Grégory et qui va travailler plutôt sur la partie localisation, zone d'activité. Et puis, on a le groupe outils, innovation et transfert, en termes de transversalité, qui va travailler plutôt sur les questions justement de recherche, d'innovation, de transfert. L'idée, peut-être à terme, enfin probablement à terme, c'est d'avoir une halle technologique. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Qui on met autour de la table ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, toutes ces problématiques-là. Et puis, on a, en sous-bassement de ça, et c'est assez fondamental, une cellule développement d'activités et nouvelles implantations, où là, on a vraiment une coopération extrêmement étroite entre le collectif 3C Grand Est qui constitue le porteur du projet Pôle européen du chanvre, l'agglomération troyenne, et Business Sud Champagne, l'agence de développement et d'attractivité économique, qui commencent déjà eux à réfléchir, à voir un petit peu ce qui se passe, les entreprises qui sont déjà intéressées en fait, qui sont dans nos métiers en fait, et qui veulent déjà venir, parce que nous là notre projet il est en cours, mais il y a déjà des gens qui sont intéressés. Donc on essaye un petit peu de capter tout ça et puis de voir comment on peut intégrer ces gens dans notre démarche globale. Voilà. Et donc, si je reviens sur ce que font précisément donc, les groupes techniques, donc, vous avez vu, on a quand même des problématiques donc, qui sont très axées marché, puis avec des problématiques transversales. L'idée, c'est de travailler ensemble pour arriver à, en faisant émerger les besoins, pour arriver à des projets
qu'on va pouvoir déployer dans le cadre de notre future structure. Sachant qu'à terme, au bout de 3 ans, notre objectif, c'est de créer notre truc. On va rester sur le fil rouge du truc. C'est de créer notre truc. Et cette structure fédératrice, il faut en dégager la gouvernance, le modèle économique, l'animation, le statut juridique, l'offre de services. Mais ça, c'est l'aboutissement. On ne part pas d'un truc tout prêt et puis ensuite on décline avec les acteurs des différents marchés. On fait le truc à l'envers. Voilà. On commence par réfléchir à nos besoins et ensuite on va mettre quelque chose en place. Voilà pour l'objectif très opérationnel finalement de ce projet qui, je ne l'ai pas dit, donc je vais le préciser ici. On est dans le cadre d'un partenariat européen pour l'innovation agricole. C'est-à-dire qu'on est financé par du FEADER, pour ceux qui connaissent, soutenu par la région Grand Est et alors, j'ose même pas dire soutenu, tellement ils sont à l'origine des choses avec la Chambrière, l'agglomération 3 Champagne Métropole, qui est carrément au cœur du projet, puisque Annick est employée par la région 3 Métropole et passe la moitié de son temps sur le projet. Donc, on est vraiment dans une articulation très forte entre les besoins des agriculteurs et des industriels représentés notamment par la Chambrière et une question territoriale très forte qui s'est positionnée sur le chanvre il y a déjà plusieurs années en disant voilà, pour nous c'est une filière d'avenir et il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et je vais repasser la parole à Annick qui va poursuivre plus sur la partie zone d'activité. Donc, le truc, c'est le pôle européen du chanvre. Dans le pôle européen du chanvre, il y a un outil, d'accord, qui sera sur un schéma de principe, une bioraffinerie territoriale. Donc on a fait un rêve, on a posé notre rêve. Enfin bon, Benoît il rêve peut-être encore plus grand, hein, puisqu'il dit le monde. Pour l'instant on va s'arrêter à 70 hectares. Là vous avez le moteur industriel qu'on vous a dit, la chanvrière, 12 hectares déjà. Une petite chanvrière en fait, le leader en Europe, 12 hectares. Donc voilà. Et donc, je vous ai fait un petit code couleur de ce rêve, parce qu'on a la chance de rêver en couleur. Donc voilà, un code couleur par valorisation. Ça, c'est simplement à un moment donné pour vous expliquer cette notion de bioraffinerie territoriale. Donc, très concrètement, on fait rentrer à la botte de paille, on suit une chaîne de valeur en fait. Elle arrive à la chanvrière pour une première transformation et après on s'est dit, notre objectif, on vous l'a dit, c'est première transformation, c'est OK, on est bon. Deuxième, troisième, voire quatrième transformation, il faut le mettre en place sur le territoire. Donc on a rêvé ces transformations. C'est des rêves lucides quand même, hein, des rêves objectifs. Et donc là, selon les produits à valoriser, nous avons rêvé donc une filature, une unité de plasturgie, donc les fameux compounds dont on parlait tout à l'heure, pour mettre dans des pièces pour alléger, ou pour mettre dans d'autres composites possibles. Une unité de préfabrication de panneaux, là on est sur la dénomination, valorisation de la Chunvote, même de la fibre, on peut, sur une partie bâtiment. Et après, on va atteindre des choses plus joyeuses pour nous, les filles, quand on regarde de la cosmétique, de l'huile. Et on refait, en fait, avec les produits des Indes, donc une première trituration en huile. Après, on peut aller vers une alimentation humaine ou une alimentation cosmétique. Alors, alimentation humaine, comme vous l'a dit tout à l'heure Benoît, ça va être farine protéinée, même des laits de chanvre, des trucs comme ça. Tiens, Danone, qui vient de sortir son dernier yaourt là, que je vous conseille, d'Activia, avec des graines de chanvre. Et donc, on peut aller jusqu'à effectivement des produits santé, comme on vous l'a dit, et avec cette notion aussi qui est intéressante d'économie circulaire, avec le reste, on va dire, de ça,
on peut aller aussi sur les marchés de l'alimentation humaine. Bien entendu aussi, un cœur essentiel à cette notion de bioraffinerie territoriale, c'est la partie recherche. Tout ça, c'est à penser. Et c'est dans le projet d'Hugo qu'on est en train de penser ça pour ensuite poser physiquement les choses. Donc on a passé à un moment donné une commande au Club de l'écologie industrielle territoriale, c'est-à-dire que ça, vous l'imaginez en 2 couches. Donc cette couche-là, nous, c'est la couche qui nous occupe et donc qu'on a à mettre en place. Mais il faut voir cet espace, comment on le gère, la sous-couche aussi, parce que vous imaginez bien que quand on crée quand on aménage une zone, il faut un peu aussi la poser. Et on sait qu'on est dans une logique au maximal d'économie circulaire, d'écologie industrielle territoriale. Donc comment on fait? Donc on est vraiment sur de l'éco-conception là de cette démarche. Et c'est en fait le défi qu'on a posé à Grégory et qui va y répondre, on n'en doute pas. Alors en effet, la commande était claire. L'avantage de cette commande, c'est que pour une fois, elle est venue toute seule. On n'a pas été obligé d'aller la chercher. Vous savez la difficulté qu'on a systématiquement, normalement, dans les démarches d'écologie industrielle et territoriale, avec son bâton de pèlerin, aller prêcher la bonne parole et chercher des acteurs pour les mobiliser dans nos activités. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, dans nos ateliers de détection de synergie. Et là, on a l'opportunité de développer quelque chose à partir d'une commande, à la fois du territoire, avec un portage politique, et à la fois de la profession, avec les agriculteurs en tête, à travers la coopérative. Plutôt pas mal. Alors, pour ce qui nous concerne, donc, sur l'idée de développer cette bioraffinerie du chanvre, évidemment, ce que l'on a souhaité faire, c'est à la fois utiliser ce que l'on connaît, ce sur quoi on a une expérience forte et on a la certitude que nos pratiques sont les bonnes pour pouvoir faire ressortir des choses. Donc ce sont nos ateliers de détection de synergie et de mise en œuvre. Mais en même temps, il faut les appliquer à quelque chose qui a des synergies hypothétiques, puisque les ressources sont elles-mêmes hypothétiques. Et donc pour ce faire, il faut en amont identifier dans une première phase qui seront les acteurs à mettre autour de la table, qui seront les industriels qui vont pouvoir être mobilisés parce que intéressants à la fois en termes de filière sur cette implantation sur la zone, mais également d'un point de vue plus hétérogène en termes d'activité, ceux qui pourront avoir des activités complémentaires et synergiques. Pour ce faire, dans cette première phase, on a souhaité mettre autour de la table les acteurs du territoire, plutôt à l'échelle macro, donc plutôt les têtes de réseau, les représentants de filières, les consulaires, les acteurs du développement économique, etc. Dans un premier temps, le temps de définir l'intérêt et la pertinence. Et par exemple, pour tout ce qui est marché du textile, ça va être avec l'Union des industries textiles. Ça va être avec, également pour le bâtiment, les fédérations du bâtiment, évidemment. Ensuite, on a une réflexion en ce moment, Amélie n'y est pas tout à fait étrangère, avec notamment Utopie, sur le concept de forêt productive. Et ça, je souhaite pouvoir l'utiliser dans ce cadre-là, donc couplé à la connaissance des acteurs du territoire pour identifier qui on peut mettre autour de la table, coupler aussi cet outil qui est issu de travaux de recherche en Grande-Bretagne et qui a été retravaillé par Utopie et qui permet d'identifier au sein des activités existantes des compétences, à la fois sur le capital humain, mais aussi sur l'outil de travail, des compétences qui peuvent adresser d'autres produits, d'autres marchés que celui pour lesquels elles sont utilisées à ce jour. Typiquement, pas très loin, là, il y a Michelin. Michelin qui a de nombreux collaborateurs, des compétences, qui a un outil de travail très élaboré, très performant. Cet outil-là permet de dire comment on peut utiliser ces compétences et cet outil de travail pour faire autre chose, adresser d'autres marchés qui pourraient être pertinents, qui pourraient développer une activité secondaire ou une activité synergique. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que cet outil-là est systématique. Donc, il permet de pouvoir dresser un bilan des possibles
Et après, on passe en phase 2. Une fois qu'on a identifié les acteurs pertinents, les compétences et les outils de travail pertinents, on met ces gens-là autour de la table et ça phosphore un peu. Donc, première session animée en intelligence collective, deuxième à travers nos ateliers. Donc, nos ateliers, c'est assez simple. Nous, on utilise la méthode de Peter Leybourn que vous connaissez, qui a donné le PNSI en France. Des fiches j'ai, des fiches je veux. Quand un j'ai rencontre un je veux, c'est une synergie. Eh bien, quand on met des gens autour de la table qui mettent leurs ressources, là, ce sera donc des ressources potentielles en fonction de l'activité qu'ils pourraient développer. Eh bien, ça nous donne des synergies potentielles. Et ensuite, on les réunit dans une troisième session avec ce que nous, on a développé au niveau du club pour rendre plus efficace le dispositif, nos rendez-vous. Donc, les rendez-vous, c'est quand on a une synergie, on a 2 acteurs. Ces 2 acteurs, on les met à une table pendant un quart d'heure et ils vont discuter toutes les synergies qu'ils ont potentiellement en commun. Ça va permettre de faire le ménage entre celles qui ont un avenir et celles qui n'en ont pas, et de ne pas perdre de temps sur celles qui n'en ont pas en se focalisant sur celles qui en ont un. C'est la technique qu'on utilise, nous, aujourd'hui, dans nos pratiques. Là, on va le faire sur de la prospective. Et une fois qu'on aura bâti ça, ça va nous donner suffisamment de matière pour rendre concrète cette ambition avec du développement, aussi bien endogène qu'exogène. Et puis, ça va nous donner également un peu la carte d'identité des parties prenantes pour pouvoir construire une gouvernance. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure la gouvernance du pôle, mais il y a aussi la gouvernance de son premier acte, qui est la zone de Saint-Lié. Donc, on veut que ce soit pérenne, on veut que ce qui sera mis en place appelle d'autres synergies, bien entendu, d'autres développements. Là, vous le voyez à l'échelle, on a ici 12 hectares. La zone mobilisée, dans le cadre du PLU, c'est 80 hectares. Donc, il y a une ambition forte qui est portée pour avoir un développement très, très concret autour de ce moteur qu'est la bioraffinerie. Et on a la chance d'avoir quelque chose de vertueux, contrairement à d'autres symbioses industrielles qui se sont construites autour de sujets un tout petit peu moins vertueux. Je pense à Kalundborg, autour d'une centrale thermique. C'est formidable ce qui a été fait. On peut juste regretter le côté centrale thermique. Maintenant, il s'avère qu'elle existe, qu'elle a rendu service et qu'elle a été largement optimisée. Si en plus on peut le faire avec un moteur à la fusée qui est vertueux, c'est formidable. Sachant que se couple à ça un autre outil qui est développé en parallèle, 2 choses qui n'avaient rien à voir, mais ça va servir. Une carte d'opportunité énergétique qui est développée par les opérateurs réseau et par le territoire. Il s'avère que là, vous avez un câble qui passe en dessous, qui est alimenté à 100% par de l'éolien, et vous avez des réseaux de canalisation GRDF, GRT Gaz, qui sont alimentés à 100% quasiment par des usines de méthanisation. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait quand même un sérieux alignement de planètes qui nous permet de porter une ambition assez sympathique. Donc nous, on a le rôle de la mise en œuvre, et ça va commencer dès cette fin d'année. Voilà, j'en termine maintenant pour vous laisser un peu plus d'un quart d'heure de questions. Bonjour, merci déjà pour cette présentation. Je voulais savoir si la bioraffinerie, là, elle avait été calibrée par rapport à la production de 9500 hectares actuels, ou si ça si ça prend le potentiel de développement de cette culture sur tout le territoire français. Et du coup, ma deuxième question, c'est plus, est-ce que c'est une culture qui est adaptée justement à tout le territoire français ou pas? Voilà. Alors aujourd'hui, il y avait 9500 hectares en 2020. Notre ambition, ce n'est pas de se limiter à 9500 en 2020. 9500 hectares en 2020 et on va transformer à peu près 60 000 tonnes de paille. Donc vous avez vu, la capacité est de 100 000 tonnes. Donc aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont en attente qu'on les accepte à rentrer dans la coopérative. Mais si les marchés se développent, notre ambition, c'est d'aller au-delà. Et pourquoi pas monter d'autres outils industriels dans d'autres endroits. Donc voilà. Ensuite, est-ce que le chanvre est adapté à tout le territoire français? Oui et non.
il s'avère que nous avons fait une étude justement avec Fibre Recherche Développement, dont Annick a parlé tout à l'heure, justement pour voir le potentiel de surface du chanvre en fonction des conditions pédoclimatiques, pour voir le potentiel du chanvre en fonction du climat, du sol, voilà. Donc ça peut aller partout, oui et non. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais Poitou-Charentes, a priori, ça devrait aller. Et d'ailleurs, il y en a, je crois. Il y a déjà du chanvre. Il y a du chanvre en Vendée. Je sais pas, ça fait pas partie de la région. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'unité de transformation dans le centre. Sur la partie centrale, il y a... Alors Lot-et-Garonne, c'est plus compliqué. Il y a eu une unité de transformation qui était à Casères, au sud de Toulouse, qui a fermé ses portes, qui était une unité qui dépendait du groupe coopératif Euralis, qui a arrêté faute de production et de producteurs parce que ils n'arrivaient pas à avoir c'était pas suffisamment rentable vis-à-vis des autres cultures concurrentes que sont essentiellement le tournesol et le maïs dans cette région-là. PACA. Alors PACA, je sais qu'il y a quelques essais. Alors je ne sais pas trop ce que ça donne, mais le climat méditerranéen n'est pas forcément bien adapté à cette production. Plutôt. Aujourd'hui, c'est essentiellement le nord de la Loire, au nord de la Loire, que les surfaces sont. D'ailleurs, vous le voyez là sur la carte, c'est vraiment sur la partie. Après, il peut y avoir des productions, mais il en existe d'ailleurs, mais beaucoup plus petites. On n'est pas du tout dans les mêmes types d'industries que celles que l'on a développées. On est plutôt sur notamment dans le bâtiment, sur des circuits courts autoconstruction. Mais ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est de pouvoir construire en chanvre, même pour du collectif, en ville, etc. quoi. Merci. Du coup, j'ai deux questions. C'est vrai que toute votre première partie, quand vous nous avez dit comme quoi c'était miraculeux le chanvre, finalement, on faisait tout avec. Qu'est-ce qui a fait que on en produit si peu et que les marchés ne sont pas là ? Quand on voit tout le positif, ça m'interpelle un peu. Et puis, autre question, comment du coup vous gérez la résilience du territoire par rapport au changement climatique, où on sait qu'on va devoir adapter les cultures, etc. Est-ce que le chanvre est une bonne réponse à ça pour votre territoire ? Alors, pourquoi les marchés ne sont pas plus développés que ça ? Déjà, sachez que le chanvre était interdit à la culture. En fait, c'est une production qui est interdite. Et il y a eu une dérogation. Il y a une dérogation qui a été faite en France à la condition, pour récolter et valoriser la graine et la paille, à la condition d'utiliser des variétés avec un taux de THC inférieur à 0,2%. Alors pourquoi c'était interdit ? Tout simplement, si vous ne savez pas, je vais vous le dire, le chanvre, le mot latin, c'est cannabis. Et le THC, qui est la substance psychotrope euphorisante, est interdite. Et donc c'est quand même une contrainte majeure. Et d'ailleurs, sur chacun de nos marchés, tous nos clients, et notamment que ce soit même en litière animale, nous demandent vers des certificats comme quoi il n'y a pas de résidus de THC dans les litières, pour éviter que des chevaux soient soupçonnés, notamment des chevaux de course, soient soupçonnés d'être dopés, ou que les vaches laitières produisent du lait avec du THC, etc., etc. Donc ça, c'est un handicap majeur. Il y a peut-être un marché. C'est un handicap majeur. Donc, et par exemple, sachez qu'aujourd'hui, je vous disais qu'on était leader sur le marché mondial du papier à rouler, sauf au Japon. Le Japon interdit l'utilisation du chanvre dans le papier à cause de ce côté THC. Donc ça, c'était un frein. Ensuite, alors la France est un des principaux pays, est le principal pays de production en Europe. Pourquoi ? Parce que les autres pays européens n'ont levé l'interdiction, ont donné les dérogations que depuis
les années 95-97. Donc c'était il y a très peu de temps, quoi. Il y a 20 ans. Et donc il n'y a pas eu d'économie autour du chanvre. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que si je prends l'exemple du bâtiment dont je parlais tout à l'heure, il y a des lourdeurs, il y a des habitudes. Et utiliser du végétal dans le bâtiment, ça ne se fait pas comme ça. Les gens sont habitués à la laine de verre, sont habitués au béton armé, et puis dire je veux me construire ma maison en chanvre, etc. Il dit attends, ou même dans la commande publique, oui, on veut sécuriser tout, est-ce que c'est sûr? Donc il y a toute une évolution qui doit se faire. Ça c'est pour la partie bâtiment. La partie textile, on va toujours au plus simple. Qui est le coton, qui est le polyester, etc. Le polyester, je vous rappelle quand même, j'en discutais à midi à table, c'est 70% du marché mondial du textile. Alors on s'étonne de trouver des microfibres de polyester dans les mers du monde. Forcément, 70% de nos tissus, de ce qu'on porte, c'est du synthétique. Donc à chaque fois qu'on lave, ça va quelque part. Et donc il y a quand même, et tout ça, on commence seulement à en prendre conscience. Et bon, voilà une explication. J'ai les deux éléments que je pourrais dire. L'impact du changement climatique. Alors, moi, je suis toujours surpris par cette culture, parce que ça fait 2 années où on a quand même des conditions estivales compliquées, grosse chaleur, sécheresse, et notamment cette année. Mais la culture du chanvre est assez résiliente, puisqu'on n'observe pas véritablement de chute de rendement à cause de ça, tout simplement compte tenu de son système racinaire. Et ce qui compte surtout pour nous, c'est les pluies hivernales. S'il pleut l'hiver, et si les nappes sont suffisamment reconstituées, le chanvre tiendra le coup. Par contre, s'il ne pleut pas l'hiver et qu'il ne pleut pas l'été, alors là, ça deviendra compliqué, mais pas seulement que pour le chanvre. Mais bon, à ce titre-là, c'est plutôt une culture qui résiste bien à ces évolutions climatiques. Bonjour, moi j'avais une petite question globale sur le projet pour pousser un peu peut-être la démarche écologie industrielle et territoriale pour savoir est-ce que du coup des réflexions, donc là on voit du coup des bâtiments à reconstruire autour d'un bâtiment existant et du coup 80 hectares à réutiliser. Est-ce qu'il y a eu des réflexions d'utiliser justement des anciennes filatures, des anciens bâtiments et peut-être dans une logique où on veut aussi réduire fortement l'empreinte d'artificialisation des sols? Oui, bonjour, j'avais 2 questions. Je voulais une petite précision sur jusqu'où va votre bioraffinerie. Est-ce que ça va aller jusqu'à des bioréacteurs pour extraire des molécules et les valoriser dans la pharmacie, la santé, etc. Finalement, rapatrier de la valeur chez vous. Deuxième question, c'est sur la plateforme technologique. Vous avez quand même beaucoup de marchés. Est-ce que vous allez travailler finalement en concertation, en collaboration avec des plateformes marchés? Je pensais au CTLOR en Lorraine, au pôle de plasturgie qui travaille beaucoup sur l'intégration des plastiques dans l'automobile, où là il y aurait des synergies marchés avec ces plateformes technologiques, parce que vous ne pourrez pas adresser tous les marchés avec votre plateforme, où ça va être difficile, on va dire. Moi j'aurais plus une question sur la fin de vie des différents matériaux. Alors pas forcément ce qui est textile, je vois plutôt la plaque d'isolation. Alors j'ai bien compris que selon le produit, on utilisait une partie différente de la plante. Mais du coup, quand je vois les éléments isolants, quelles sont les possibilités de réemploi ou de recyclage? Alors sur la partie... alors pourquoi la chanvrière a décidé de s'implanter ici? Historiquement, l'usine de la chanvrière était basée à Bar-sur-Aube, c'est-à-dire en limite sud du département de l'Aube, limite Haute-Marne. La municipalité de Bar-sur-Aube a eu l'heureuse idée de mettre en place un lotissement juste derrière l'usine. Donc, si bien que quand on s'est posé la question d'augmenter nos capacités de transformation, déjà, à Bar-sur-Aube, c'était compliqué. Et donc après, on s'est dit, de toute manière, on ne peut pas le faire sur place. Où est-ce qu'on peut le faire? Donc notre réflexion s'est basée surtout par rapport à le développement de la culture.
Et la production de chanvre aujourd'hui, même si on est sur un périmètre assez large qui couvre le département de l'Aube et tous les départements limitrophes, hein, c'est-à-dire à peu près 120 km de rayon par rapport à Troyes, l'essentiel de la production, c'est essentiellement au nord de Troyes. Donc pour éviter les camions sur les routes, le transport, etc., on s'est dit qu'il faut se rapprocher de cette zone de production. Et puis ensuite, il y a eu trois autres éléments qui ont été, d'une part, le bassin d'emploi. Parce qu'à Bar-sur-Aube, c'est une très belle cité, sauf qu'il est quand même difficile de faire venir de l'encadrement pour le fonctionnement de l'usine. Ensuite, on a raisonné vis-à-vis des voies de communication. Et puis enfin, j'oublierai pas aussi toute la dynamique qui a été créée au sein de Troyes Champagne Métropole, l'agglo troyenne, qui a identifié la filière chanvre comme une filière à soutenir et qui depuis longtemps soutient notamment tous les travaux de recherche qui ont été développés au sein de Fibre Recherche-Développement. Donc tout ça, ça a été partie des facteurs qui nous ont dit voilà, c'est dans cette zone-là qu'il faut qu'on soit. Après, quels sont parce qu'il nous fallait à minima 10 hectares, et trouver 10 hectares comme ça, viabilisés, etc., ça n'a pas été du tout facile, et d'ailleurs on n'a pas trouvé, qui correspondait à nos attentes, parce qu'on ne voulait pas non plus être trop proche des agglos, parce qu'on est quand même dans la continuité de l'activité agricole, avec des flux quand même importants. Donc l'idée qu'on avait, c'était plutôt une unité type déshydratation ou sucrerie, etc., un peu isolée de l'habitat, pour en gêner le moins possible. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est implanté sur cette parcelle à proximité de Saint-Lié. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Alors après, sur les développements industriels futurs, et notamment deuxième, troisième, quatrième transformation, il y a une zone qui a été identifiée, comme le précisait Annick tout à l'heure, qui est la zone emblématique du pôle chanvre. Mais s'il y a des lieux d'ailleurs qui peuvent être réutilisés, ils seront réutilisés. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une première entreprise qui va développer des panneaux préfabriqués en bois chanvre qui ne sera pas sur cette zone-là et qui sera sur un ancien site industriel, même pas sur l'agglomération troyenne. Donc, vous voyez, on a voulu faire, enfin, avec TCM, Troyes Champagne Métropole, avoir une zone dédiée pour pouvoir accueillir des industries s'il y avait nécessité de le faire, mais c'est pas une obligation, quoi. Sur la recyclabilité des matériaux. Alors, sur la recyclabilité des matériaux, il faut déjà savoir que là, l'exemple qui est là, c'est une laine de chanvre 100% chanvre. Or, l'essentiel du marché, ce n'est pas du 100% chanvre. L'essentiel du marché de l'isolation à base de chanvre, c'est du chanvre mélangé avec d'autres produits type ouate de cellulose, type coton, type jute, etc., etc. Donc, on n'a pas du 100% chanvre. Après, la recyclabilité, je ne pense pas que ça a été encore un sujet travaillé sur la réutilisation un peu de cette isolation. Mais bon, c'est un élément intéressant qu'il faut peut-être qu'on regarde plus loin. Oui. Annie, tu veux répondre sur le centre technique ? Merci Benoît. Donc oui, alors comme c'est présenté effectivement sur cette petite diapositive, nous avons bien le projet de ce qu'on a appelé une halle technologique. Là aussi, on pose des mots, mais on cherche surtout à donner du sens aux choses dessous avant d'appeler les choses. Mais il fallait quand même l'appeler tout court. Donc ça, on est un petit peu... Benoît Savoura vous l'a dit, on a déjà des capacités d'innovation, de transfert et de recherche sur le territoire, notamment au travers donc du centre technique Fibre Recherche et Développement, qui se trouve aussi sur l'agglo troyenne. Et donc ça, c'est la continuité aussi du projet de ce centre technique qui va être aggloméré avec d'autres partenaires. Donc il y a un groupe technique dans le projet que vous a présenté Estelle tout à l'heure sur l'innovation et le transfert. Et là, on va se poser la question de
Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière cette halle technologique? On veut simplement mettre le projet de FRD, c'est pas le deal, parce que sinon ça serait pas traité dans le cadre d'un projet de co-construction multi-acteurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? Est-ce que demain, effectivement, je ne sais pas, le CTLOR, ou déjà notre enseignement supérieur à sa place, une chaire de bioéconomie dessus. Est-ce qu'il faut aussi penser penser en termes d'innovation ouverte, en se disant, il y a aussi la partie start-up, parce que vous savez, il y a des start-up sur le chanvre, hein, mine de rien. Est-ce qu'à un moment donné, là aussi, on doit réfléchir à ça, dans cet écosystème qui va mailler à un moment donné la matière première, donc au plus près de la matière première, avec, on l'espère, le plus rapidement possible, d'autres unités qui vont intervenir sur les différents produits, et cet aspect qui sera très attractif en termes de recherche. Pour nous, je dirais que s'il y a 2 cœurs déjà à mettre en place, enfin là, je parle au président du collectif, président de la chanvrière, président de tout. Hein. Donc il y avait le moteur industriel et puis effectivement le moteur recherche et développement. Et on le voit dans les exemples de bioraffineries territoriales qui ont fonctionné et qui ont développé, ça a été ces 2 moteurs principalement. Oui, alors après, il n'y a pas d'exclusive non plus. S'il y a des compétences qui existent déjà, qui sont référencées, je te remercie de nous en avoir porté à connaissance. Effectivement, il y a la logique de travail en réseau. Le pôle n'a pas vocation à tout rapatrier sur l'agglomération troyenne. Le pôle a aussi vocation, ou quel que soit son nom, à travailler en réseau avec toutes les forces vives qui tournent autour des marchés, qui tournent autour de la transformation, de la recherche, de l'agronomie, pour avancer, quoi, et pour développer. C'est simplement que là, vu que l'ambition est aussi on va dire de conquérir plus de surface, eh bien, il faut mettre les outils à l'échelle, quoi, tout simplement. Et le reste suit. Et alors après, ta question sur jusqu'où va la bioraffinerie, là, c'est notre imagination et les marchés qui sont la seule limite. Mais oui, on va travailler sur les molécules. Donc, il y a un groupe de travail alimentation, cosmétique, santé. Et donc là, effectivement, tout l'aspect molécules l'extraction, etc., sera travaillé. Bon, on attend aussi l'évolution de la réglementation sur la possibilité de valoriser les fleurs et les feuilles du chanvre, où sont contenus l'essentiel des cannabinoïdes de la plante. Et dans les cannabinoïdes, il y a diverses utilisations, mais il y a aussi les terpènes, enfin il y a toutes sortes de choses. Mais bien évidemment, ça fait partie de la liste de courses. Et qui aujourd'hui, où il n'y a absolument rien qui est fait. Ouais. Non, mais c'est très très long, on le sait, oui. C'est très très long. D'ailleurs, on a l'expérience un peu de Paumac-le-Bazancourt, où ils ont commencé à travailler sur l'extraction de molécules des grandes cultures, et ça commence simplement à sortir, hein, sur le marché, quoi. Donc c'est extrêmement long. Oui.